Alors aujourd'hui, je vais vous parler de sociologie, socio des orgas. Je vais vous parler de l'intelligence des acteurs. C'est sans doute un de ces cours qu'on aurait aimé avoir ou dont on aurait aimé se rappeler et qu'on a oublié, mais qui pourtant donne des clés de lecture et des vraies solutions pour avancer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour les chroniques Mission pour l'entrepreneur. Tous les vendredis, 10h30, en général, deux chroniques dont l'idée est de partager avec vous ce que nous vivons dans l'accompagnement de nos clients, des sujets dont nous pensons qu'ils peuvent vous être utiles dans votre vie d'entrepreneur et que vous retrouvez soit en direct, soit dans les réseaux sociaux, soit sur notre chaîne YouTube facile à trouver, Mission Chassagne et compagnie. Alors, l'intelligence des acteurs, ça vient de la socio et ça fait écho aux travaux de Herbert Simon. On a déjà parlé ici indirectement d'Herbert Simon à plusieurs reprises. Il fait partie de ces économistes, mais pas que, économistes et sociologues. Il a eu un prix Nobel, un prix de la Banque de Suède, dit prix Nobel d'économie en 78. Il s'est intéressé à la psychologie cognitive comme une autre personne dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Daniel Kahneman. C'est lui qui a posé l'idée, avec son co-auteur James March dans ce livre qui est sur la droite, de la rationalité limitée. Alors, qu'est-ce que c'est que la rationalité limitée? C'est le résultat du travail d'Herbert Simon, qui a constaté bien vite que une des bases des théories néoclassiques en économie, la rationalité pure et parfaite des acteurs, trouvait bien sûr des limites, qu'il y avait des problèmes dans la réalité, entre la réalité et la théorie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on postule que, dans l'économie néoclassique, on postule que les acteurs sont très très bons à prendre la meilleure des décisions. Or, la quantité d'informations qu'on a autour de nous est très supérieure à la capacité de traitement de notre cerveau. Si je reviens à Kahneman, on en avait parlé ensemble, Kahneman nous rappelle que, on sait travailler de façon très efficace en développant des habitudes, il appelle ça des heuristiques, des formes de réflexes nourris par l'expérience qu'il faut qu'on prend les bonnes décisions très vite et sans énergie. On le fait avec des raccourcis parce que c'est pas toujours simple. Et bien là, c'est la même chose. Puisque nous pouvons accéder à toute l'information disponible autour de nous, puisque la capacité de traitement de notre cerveau est limitée, on se décide en fait sur seulement une partie des informations qu'il y a autour de nous. On se décide aussi sur les informations, en l'absence d'informations qui nous manquent et qui seraient pourtant nécessaires à la décision en question. Et on prend aussi des décisions avec l'inverse des fameuses heuristiques dont je vous parlais. Les heuristiques nous aident à prendre de bonnes décisions, en général, mais pas toujours. Et ce pas toujours, c'est les fameux biais, c'est les heuristiques qui ne marchent pas. C'est ce qu'on a pris à l'envers. Tout ça fait que, en fait, la rationalité qui est la nôtre, comme acteur, est limitée. Elle est limitée au contexte, aux infos qu'on a, aux règles qui nous entourent. Et ça, c'est absolument essentiel à garder à l'esprit. Ça a donné en sociaux l'intelligence des acteurs. Euh, Michel Crozier a écrit dessus, Erhard Friedberg, François Dupuis, ils sont beaucoup à avoir écrit là-dessus. Et le but maintenant, c'est de creuser ce petit point de l'intelligence des acteurs. Qu'est-ce que ça veut dire un acteur? Un acteur, ça veut dire toute personne qui a une autonomie d'action. Vous avez une autonomie d'action, j'ai une autonomie d'action dès lors qu'on est dans un système. Même quand j'ai l'impression que le système est contraint, j'ai encore la latitude d'agir de façon autonome ou partiellement autonome. L'intelligence. L'intelligence, c'est pas un jugement de valeur sur nos capacités cérébrales, c'est la capacité des acteurs, justement, à agir de façon cohérente avec le contexte dans lequel ils évoluent. Et ça amène un troisième point. Vous avez peut-être entendu cette phrase, It's the system stupid, ou It's the economy stupid. Ce sujet-là, c'est exactement l'application de pourquoi l'intelligence des acteurs est utile. On serait tenté de dire la personne en face de moi est bête, elle se comporte de façon bizarre, ou il n'est pas assez pertinent dans sa démarche, ou il ne sait pas communiquer. Des explications psychologisantes
qui rendent la personne face de nous responsable de ce qui arrive. Or, souvent, le contexte prime, et il prime très largement. Ce qui amène à l'idée de stratégie des acteurs. Tout acteur, dans sa façon d'agir, en fait, déploie une stratégie qui tient compte des contextes, qui tient compte des contraintes du système dans lequel on est, et donc qui est a priori intelligente. Alors c'est un concept un peu embarrassant, c'est un peu exigeant. C'est un peu exigeant parce que ça suppose une chose, c'est quand on est confronté à quelque chose de nouveau ou quelque chose qui paraît compliqué, ça suppose d'accepter de ne pas savoir, en tout cas de ne pas savoir a priori. Deuxième chose, ça implique d'admettre qu'un comportement que je ne comprends pas pourrait s'expliquer de belle façon, qu'elle pourrait s'expliquer par le contexte, qui est peut-être plus compliqué ou plus complexe qu'il ne semble être en apparence. Ça suppose donc que je cherche à comprendre ce qui se joue au-delà de la personne, ce qui se joue dans l'organisation. Et donc que je regarde le problème. Et ça, naturellement, on n'aime pas, on préfère les solutions aux problèmes. Il y a cet aphorisme qui est une phrase utilisée par Crozier, qui est « le problème, c'est le problème ». Je l'avais déjà évoqué avec vous. C'est là le sujet de l'intelligence des acteurs. Comment je m'arrête pour regarder ce qui pose problème suffisamment longtemps avant de passer à la solution. Dans les manifestations du problème, c'est est-ce qu'il y a des jeux d'acteurs? Est-ce qu'ils ont des contraintes auxquelles ils sont soumis? Est-ce qu'ils ont une information que je n'ai pas? Est-ce qu'il leur manque une information que j'ai? Quelles sont leurs relations, leurs interactions? Quel est le pouvoir qu'ils ont? Alors, un pouvoir au sens socio du terme. Est-ce qu'ils détiennent quelque chose que je ne vois pas? Est-ce qu'ils ont intérêt à défendre quelque chose, une autonomie, un lien particulier? Alors tout ça, vous allez me dire, est très théorique. On va aller prendre l'exemple bien concret que François Dupuis donne dans un billet LinkedIn et que je trouve en fait très utile. François Dupuis nous explique qu'il a eu une panne de bugs Internet vendredi. Ça pose problème, il appelle le support, et tout ça n'est pas très simple, donc intervention le lundi matin. Intervention du dépanneur qui voit que ça n'est pas une panne, qui voit que c'est un truc beaucoup plus simple. Une des prises est mal branchée. Elle est mal branchée et l'entreprise en question de dépannage a tout prévu. Une erreur du client, ça n'est pas un dépannage. Une erreur du client, c'est une responsabilité du client et donc on lui facture 57 €. Et là apparaît la magie de l'intelligence des acteurs. L'intervenant, le dépanneur, est soumis à ce qu'on appelle le Net Promoter Score. Vous avez tous fait ça, hein. C'est la petite note qu'on donne après une interaction sur Fnac.com, une interaction avec quelqu'un en support, etc. On doit donner soit une note entre 1 et 10, soit une note en étoile. Et François Dupuis se voit rappeler par l'intervenant qu'il a une pénalité si jamais il n'a pas les 5 étoiles. Et assez naturellement, le dépanneur propose de ne pas mentionner l'erreur du client. Donc, que le dépannage soit un vrai dépannage et un dépannage gratuit, puisque c'est l'installation qui pose problème, en échange de l'obtention de la note 5 étoiles. Le deal est accepté par François Dupuis, et tout d'un coup, vous voyez se déployer l'intelligence des acteurs. Le système dans lequel est immergé le dépanneur, de façon totalement rationnelle, conduit le dépanneur à négocier, à poser un arrangement avec le client, arrangement qui va contre l'entreprise. En tout cas, une règle censée protéger l'entreprise, 57 € quand c'est l'erreur du client, se retourne du fait d'une autre instruction qui est le Net Promoter Score. Il y a plein d'exemples de ça qui fourmillent autour de nous. On vous en a parlé indirectement. Vous vous souvenez, on vous dit souvent, les primes individuelles de vente sont quelque chose qui pose problème. Parce qu'elles n'incitent pas à la collaboration. En tout cas, pas spontanément. Et du coup, la solution trouvée par beaucoup, c'est de dire oui, mais je vais lui dire de collaborer à mon vendeur. Comment voulez-vous qu'un vendeur soumis à une prime individuelle se sente totalement libre
de collaborer. Vous avez là ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Il y a une incohérence entre les messages et les incitations. Pour vous donner 2 exemples arrivés chez des clients récemment, un de mes clients entrepreneurs voit partir son DG et après pas mal de réflexions, décide de ne pas remplacer son directeur général. Il explique à tout le monde que ce sera l'occasion de monter en autonomie et de monter en compétences. Et il est surpris de voir l'organisation qui résiste à ça. Notamment un collègue qui refuse de prendre des responsabilités. Il ne sait pas trop comment faire, on en discute, et il réalise tout d'un coup dans notre discussion qu'il a tellement été micromanagé par l'ancien DG que se retrouver en direct avec l'entrepreneur est une crainte pour lui, mais puisque jusqu'à maintenant il a toujours été micromanagé, il n'ose pas aller demander d'aide pour ne pas paraître défaillant, de peur d'être considéré comme mauvais. L'entrepreneur n'avait pas vu qu'en changeant le système, il prenait à contre-pied la crainte d'un des collaborateurs qui ne se sentait pas en mesure de monter en autonomie sans aide. Il y a une deuxième illustration de ça que j'ai beaucoup aimée. Je vois arriver un entrepreneur qui réagit avec beaucoup d'énergie sur un de ses collaborateurs en lui disant, en me disant, j'ai un collaborateur qui me cache des informations. Et le pire, c'est que c'est des informations hyper importantes et que j'ai besoin de ces informations. Je réfléchis avec lui à voix haute parce qu'il y a quelque chose qui me gêne. A priori, les gens avec qui on travaille ne sont pas des imbéciles ou des mauvais. Rarement en tout cas. Il y a peut-être d'autres explications. Et du coup, je lui pose une série de questions. Tout d'un coup, mon client réalise une chose, c'est qu'il est probable que son collaborateur craigne d'être pris en défaut en donnant trop d'informations. Alors l'explication pourrait être intéressante, elle me gêne. Moi, il y a un truc qui ne va pas. De quoi il a peur? Qu'est-ce qu'il cherche à protéger? Et en allant un peu plus loin, mon client me fait rigoler. Il me dit, waouh, je suis vu comme quelqu'un d'ultra exigeant. Je le sais, et c'est un problème, et j'y fais pas attention. Et je me demande dans quelle mesure la réaction de ce collaborateur n'est pas une façon de protéger son autonomie. En ne me donnant pas certaines informations, je ne descends pas chez lui, je ne suis pas tenté de descendre chez lui. Or, il n'a pas compris, ça n'est pas mon problème. Mon problème, c'est avoir la bonne info. C'est pas d'aller le piloter au plus près des résultats ou de le juger mauvais ou pas pertinent. À la fois d'après, mon client m'a dit, c'est génial. Je suis allé parler avec mon collaborateur, je lui ai expliqué pourquoi j'avais besoin d'infos. Tu sais quoi? C'est incroyable. Le gars me donne des infos. Je lui ai expliqué que c'était pas pour micromanager ou le prendre en faute. Et il m'a dit, d'accord, mais dans ce cas-là, à chaque fois que j'aurai l'impression que tu me prends en faute, je me permettrai de te le dire. Mon client a dit, bien sûr, c'est arrivé 2 fois, et il a pu désarmer la chose aussitôt. Alors, quelques pistes pour essayer de faire ça. Admettez que ce qui est en face de vous n'est pas simple. Admettez que le réel peut être complexe. Et admettez aussi un truc un peu subtil, c'est que vous êtes partie prenante à tout ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas extérieur à votre entreprise. Vous n'êtes pas extérieur au système que vous formez avec des fournisseurs, avec des clients. Et peut-être que vous avez une part de responsabilité dans ce qui se joue. La deuxième chose, essayez de comprendre ce qu'il se joue, de connaître ce qu'il y a de caché derrière. Il y a une forme de la connaissance, et qui est évoquée par Herbert Simon au tout début, c'est que notre intuition, l'intuition nourrie par l'expérience est fabuleuse parce qu'elle permet d'accéder à de la connaissance. Alors pour être précis, il parle d'expérience qu'on couple à de l'observation et à de l'écoute. Donc une intuition informée. C'est une vraie façon de mieux comprendre ce qui se joue, ce qui se passe dans un système. Une des pistes pour cela, c'est de multiplier les conversations. Ça fait écho indirectement à des sujets du Toyota Production System dont on vous a parlé de temps en temps. Allez sur le terrain, regardez ce qu'il se passe, posez des questions. Prenez le temps de ne pas donner de réponse.
écoutez ce que les gens ont à vous dire. C'est fructueux, c'est fabuleux, ça aide à détecter des choses importantes. Ça va être vrai avec votre système, celui de l'entreprise, mais le système élargi, comme je vous l'avais dit, les fournisseurs, les interactions, les parties prenantes. Il y a un autre chemin, entre guillemets, d'accès à la connaissance, tel que proposé par la socio des orgas. C'est justement de vous intéresser aux sciences sociales. Alors, soit vous intéressez au travers de nos chroniques, soit en allant attaquer des bouquins, en prenant le temps de lire. Par sciences sociales, on parle de choses très larges. On parle de choses qui vont de disciplines académiques des plus scientifiques, sciences cognitives, jusqu'aux humanités, de la philo, de la socio, de la compréhension de comment on interagit les uns et les autres. Si je devais résumer les choses, pour vous au quotidien, acceptez de creuser les problèmes. Retenez-vous d'y répondre. Retenez-vous de penser que le problème est un problème que vous avez déjà vu et que la solution est évidente. Prenez le temps de vérifier. Deuxième chose, intéressez-vous aux parties prenantes du problème que vous voyez. Intéressez-vous aux relations entre les parties prenantes et essayez de comprendre ce qui se joue, vous compris, puisque vous faites partie du système. Posez-vous la question des pouvoirs de chacun, l'autonomie que je protège, l'information que j'ai, l'intérêt que je peux avoir. Posez-vous la question de ce qui est présent que je ne vois pas et peut-être, par exemple, l'information que je ne vois pas, mais aussi l'information que mon collaborateur n'a pas. Autant dans ce qu'il a, ce que j'ai, que du côté de ce qui me manque, ce qui manque à mon collaborateur. Et enfin, rendez par ce travail lisible ce qui est emmêlé, ce qui est caché. Si vous mettez en évidence des choses, vous allez retrouver des capacités d'action. J'avais parlé un jour avec certains d'entre vous du sociogramme, qui est un des outils de la sociologie. Ça n'est pas un organigramme, c'est quelque chose qui détaille ce qui se passe au-delà de l'organigramme. Je fais souvent ça avec mes clients. Quand le problème devient un peu tordu, où je comprends plus exactement qui fait quoi, eh bien on dessine. Alors on part de l'organigramme, le plus souvent, et tout d'un coup on trace des liens entre des gens dans l'organigramme au-delà des relations hiérarchiques. Parce qu'il y a des pouvoirs qui sont non hiérarchiques. Et tout d'un coup on injecte des comités de projet, des comités de pilotage. Et tout d'un coup on injecte une relation avec un partenaire externe, un fournisseur. Et vous voyez qu'en fait, ce sociogramme vous permet de colorer, de nuancer la réalité qui est devant vous. Et c'est un des outils amusants, et je vous donnerai 2 bouquins après pour travailler là-dessus. C'est un des outils intéressants proposés par quelqu'un qui parlait de simplexité. Comment faire en sorte de rendre un peu plus visible ce qui est complexe, parce qu'en le rendant plus visible, je me permets d'agir, je permets de détecter là où je peux agir. Voilà. Souvenez-vous, vous êtes dans un système, que vous y contribuez. Prenez le temps de vous intéresser au système. Et alors, pour finir, 2 bouquins. Un premier bouquin, François Dupuis, dont je vous ai parlé au début, qui a écrit une trilogie qui s'appelle Lost in Management. Une trilogie qui est passionnante parce qu'elle explique ce qui se joue dans toute organisation, petite comme grande. Le troisième livre pourrait presque se suffire à lui-même, puisque vous avez la partie la plus facile à mettre en pratique. Vous avez des pistes d'action intéressantes que vous pouvez apprendre, mais naturellement, vous pourrez remonter au tome 1 et au tome 2, qui sont aussi très intéressants. Et un deuxième bouquin, très différent, très très différent, par Yves Morieux et Peter Tolman. Yves Morieux est un des associés du BCG. Il est aussi économiste et sociologue. Il a écrit un bouquin à visée pratique, 6 règles pour gérer la complexité. J'appelle ça la simplexité. Il utilise parfois le mot de simplexité. On peut utiliser Smart Simplicity aussi. Vous avez là 2 bouquins suffisamment pratiques pour vous donner l'habitude d'essayer d'appréhender différemment certains de vos problèmes en regardant l'organisation et pas simplement la personne qui vous semble poser problème. Voilà, c'est fini pour moi aujourd'hui. Avez-vous des questions?
Ah, Patrick, on t'entend pas. Concrètement, Patrice, c'est toujours cette idée du pas de recul au quotidien. Lorsque je vois quelque chose qui me gêne, quelque chose qui me dérange, quelque chose que j'ai envie de changer chez mes collaborateurs, finalement se poser la question, mais de pourquoi agissent-ils ainsi? Oui. Option 1, ce sont des idiots. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je les ai dans mon équipe et pourquoi est-ce que je les ai éventuellement recrutés? 2, peut-être ont-ils une bonne raison de se comporter de cette façon-là. Plus globalement, concrètement, comment on fait dans le feu de l'action pour avoir ce pas de recul alors que bah, la pression est forte d'obtenir des résultats immédiats? Alors, dans le feu d'action, si vous ne l'avez jamais fait, c'est impossible. D'ailleurs, ceux qui sont clients de Melchion, Chassagne et compagnie savent très bien qu'on aime bien déplier avec eux les problèmes. Tu disais la dernière fois, Patrick, déplier les raisonnements, dérouler les raisonnements. Quand on prend du recul, ça peut pas être dans le feu d'action. Par contre, à force de prendre du recul, on peut attraper des réflexes. Et ces réflexes nous servent dans le feu de l'action. Je suis en colère parce que, compte tenu de ce qui se passe, déjà se dire, tiens, c'est amusant, je suis en colère. Et ensuite se poser la question de pourquoi je suis en colère. Et d'essayer de comprendre si c'est contre une personne, si c'est contre un problème. Voilà. Apprenez à relire ce qui s'est passé où vous êtes allé trop vite. Ça vous donnera des pistes pour essayer de ralentir la prochaine fois. Et au fur et à mesure que vous apprenez à ralentir, vous prenez ce réflexe. Je reviens à nouveau à ce que je vous disais au début. Ce client qui me dit, tu vas rire, j'ai pensé à toi quand j'étais sur le point d'exploser face à un collaborateur. J'ai pensé à toi et je me suis dit, zut, si Patrice était là, il me regarderait avec un regard noir ou en éclatant de rire. Ok, je vais essayer de poser une question. Voilà. Dans le feu de l'action, vous ne pouvez rien faire si vous ne vous êtes pas entraîné. Pour vous entraîner, essayez de relire les problèmes que vous avez traités bien ou mal. Et à l'avenir, essayez de comprendre votre émotion pour avancer correctement. Eh bien, voilà un geste parfait finalement pour se faire accompagner euh, et donc du coup de ne pas rester seul face à ces situations stressantes. Y a-t-il d'autres partages ou d'autres questions venant de l'assistance? Alors, il y a un commentaire de Frédéric. J'enlève la première phrase, elle est gentille, mais je ne peux pas vous la lire. Euh, Frédéric souligne que cette façon de faire permet d'établir des liens entre les cours de microéconomie qu'il a eu étudiant et sa réalité professionnelle. Frédéric nous dit, je ne comprenais pas pourquoi les théories puissantes, selon un raisonnement pur et parfait, fonctionnaient mal. Et il souligne la pertinence du sociogramme, un outil puissant qu'il avait appris dans ses études, mais une fois qu'on l'utilise dans la réalité, on voit que ça nous apporte des infos essentielles. Il y a peut-être des réactions sur le YouTube, mais je ne les ai pas. Eugénie, tu nous dis naturellement s'il y a quelque chose. Oui, je garde un œil dessus. Merci Frédéric, en tout cas, pour ta réaction. Dans l'ensemble des livres que tu as recommandés, par lequel faut-il commencer? C'est impossible comme question. Bah oui, c'est ça C'est impossible. la magie des questions. Les deux sont très différents, je vous l'ai dit. Certains trouvent que Yves Morieux donne 6 principes de mémoire qui sont très opérants, qui sont très efficaces. Mais j'ai entendu dire des gens dire, bah, ils sont trop théoriques, ces principes. Et à l'inverse, François Dupuis, moi je trouve que son bouquin permet de donner vraiment des pistes d'action. Et ceux qui n'ont pas lu le troisième tome disent, bah oui, mais les deux premiers, au fond, nous disent pas ce qu'il faut faire. Selon que vous aimez rentrer par la théorie ou par la pratique, j'ai envie de dire, si vous aimez rentrer par la théorie, allez du côté de François Dupuis, parce qu'il a une très longue expérience du sujet, dans des univers très différents, et que son livre fourmille d'histoires qui vous permet de comprendre la chose. Si vous aimez les approches décalées, type conseil,
savoir partager de façon efficace, vous pouvez prendre Morieux. Ça va vraiment parler. Chacun va parler à l'un ou à l'autre. Donc, je ne vous recommanderais pas de choisir. Regardez la quatrième de couve et prenez la quatrième de couve qui vous plaît le plus. C'est une non-réponse, vous l'aurez bien remarqué.